Allez, je vous propose de rentrer et qu'on commence, qu'on a encore une journée chargée en termes de commission. Bien, on poursuit aujourd'hui, on poursuit maintenant l'ordre du jour avec une audition, cette fois-ci à la demande de Madame Marina Ferrari, qui est à côté de moi, Monsieur Joël Giraud, qui est à côté d'elle, co-rapporteur de la mission Relations avec les collectivités territoriales, donc de Pascal Bellemin, président de la FIGES, Réseau des financiers gestionnaires, évaluateurs et managers des collectivités territoriales, ainsi que de Monsieur Bertrand Manin, copilote du groupe de travail dette. Je vais donc donner la parole pour 2 minutes à Madame Ferrari, pour des propos liminaires nous expliquant le pourquoi de ces personnes auditionnées. Merci. Merci Monsieur le Président. Messieurs Bellemin et Manin, merci pour votre présence aujourd'hui. Mes chers collègues, donc c'est avec plaisir que Joël Giraud et moi-même avons sollicité la venue de la FIGES au sein de notre commission. Il nous a semblé en effet que l'expertise de l'association peut être pertinente pour l'ensemble des commissaires au moment où nous commençons à faire le bilan de l'exercice budgétaire écoulé. Interroger les cadres techniques, les praticiens en complément des politiques ou des administrations peut, nous le pensons, vous apporter un éclairage complémentaire. Le dernier exercice a en effet été marqué par de multiples mesures de soutien de l'État en faveur des collectivités territoriales, en particulier face à la crise énergétique et inflationniste qui a entravé l'action locale. Les collectivités semblent afficher dans leur ensemble aujourd'hui une bonne santé financière, même s'il existe encore des situations particulières qui méritent toute notre attention. Les aides mises en œuvre dernièrement sont les bienvenues, tant les défis qui se posent aux collectivités territoriales à l'avenir sont nombreux, et j'en retiendrai 3. Tout d'abord, le défi climatique, qui est un enjeu qui met les collectivités au centre des débats en raison de l'importance qu'elles ont dans l'investissement public. Le fonds vert, doté de 2 milliards d'euros, s'inscrit dans cette perspective, et il sera éclairant d'évoquer avec vous, messieurs, les leviers d'action qui vous semblent les plus pertinents pour engager cette transition. Deuxièmement, l'organisation territoriale et la répartition des compétences entre collectivités doivent faire l'objet d'une réflexion renouvelée. Alors que nous avons célébré les 40 ans du premier acte de la décentralisation et que la Cour des comptes a dédié son rapport annuel à la question, il nous a semblé plus que jamais pertinent d'engager une nouvelle étape dans l'organisation territoriale afin qu'elle soit plus lisible, plus cohérente et plus efficace. Enfin, à l'appui de ce deuxième défi apparaît celui tout aussi nécessaire des relations financières entre l'État et les collectivités. Les récentes réformes de la fiscalité locale ont modifié en profondeur la nature des recettes des collectivités afin qu'elles soient plus prévisibles et dynamiques, mais ont également minoré leur marge de manœuvre fiscale. Dès lors, quel modèle de financement privilégier à l'avenir pour les collectivités ? Cette audition nous permettra donc d'aborder ces questions, ainsi que toutes celles qui nous sembleraient ou qui vous sembleraient pertinentes de porter à la connaissance de la Commission. Je vous remercie. Merci beaucoup. Monsieur Bellemin, Monsieur Manin, on vous écoute. Je ne sais pas dans quel ordre vous avez choisi. Il faut appuyer sur le bouton là, juste en bas là, regardez. Ah oui, pardon. Voilà. Très bien, excusez-moi. Monsieur le Président, Madame, Monsieur les rapporteurs, Mesdames et Messieurs les députés, donc permettez-moi, avant de débuter mon exposé, de vous remercier chaleureusement de l'honneur que vous faites à la FIGES et à ses représentants en les conviant à cette séance de travail. C'est une reconnaissance à laquelle nous sommes sensibles. L'évolution de la fiscalité locale, l'endettement des collectivités, leur périmètre de compétences sont... On n'entend pas bien, donc il faudrait que vous parliez peut-être plus près du micro. Oui, sont depuis plus de 2 décennies, donc au cœur des préoccupations de notre association. Association donc de professionnels territoriaux spécialisés en finances locales, en contrôle de gestion, en évaluation des politiques publiques et également plus largement en pilotage stratégique et managérial. Nous organisons des formations, nous organisons également des groupes de travail au sein desquels nos adhérents peuvent intervenir et conduire un certain nombre de réflexions. Et nous tenons chaque année des assises qui réunissent environ 400 congressistes sur des thématiques qui permettent de traiter sous le prisme de notre champ d'intervention donc ces différents aspects. Alors la question bien sûr de la décentralisation est essentielle. C'est sous cet angle que je vous propose de vous présenter quelques-unes de nos analyses. Dans un premier temps, en constatant que le cadre institutionnel et financier des années 80 donc, a beaucoup évolué et donc qu'il est intéressant de dresser à la fois un bilan et quelques propositions, réflexions quant aux perspectives d'évolution. Alors quel bilan dressons-nous à la FIGES ?
Déjà, le constat que le système décentralisé tel qu'il a été mis en œuvre au début des années 80 était véritablement un système de rupture eu égard à la culture et à la tradition centralisatrice française, et d'autant plus une rupture qu'il y avait eu quelques tentatives dans le passé de réforme, notamment le contenu de la Constitution d'octobre 1946 sur ces sujets, mais qui n'avaient pas forcément abouti. Et donc les lois des années 80 ont vraiment marqué cette rupture avec un système qui avait été très largement mis en place au XIXe siècle, notamment dans les lois de 1871 et 1884 sur les départements et les communes. Et donc cette réforme du début des années 80 est intervenue dans un environnement qui lui était favorable, en ce sens que l'administration à l'époque, l'administration essentiellement d'État, faisait l'objet d'un certain nombre de critiques. Les différents auteurs en ont fait le constat, étant jugés bureaucratiques, difficiles d'accès, éventuellement peu efficaces. Et par ailleurs, on était à une époque où la décentralisation paraissait un moyen pour l'État de se désengager et de faire face à un certain nombre de charges financières qu'il avait. Et donc, le moment semblait venu à ce moment-là, donc après le rapport Vivre ensemble d'Olivier Guichard en 1976 et le projet de loi pour le développement des responsabilités locales, qui avait d'ailleurs été adopté à l'époque par le Sénat, mais qui n'avait pas pu poursuivre la navette parlementaire, eh bien, il était important de s'engager dans la voie de la décentralisation. Et ça s'est fait sur le fondement de principes extrêmement forts, comme ceux de la suppression de la tutelle exercée par les préfets sur les actes des collectivités, sur le transfert des compétences par bloc, autant que faire se peut. Et puis il y avait un principe également important qui était celui de la globalisation des aides aux collectivités locales. Par ailleurs, des impositions avaient été transférées à l'époque aux collectivités. Je pense en particulier aux droits de mutation, à la vignette automobile pour les départements. Et la loi de janvier 80 avait, dans le prolongement d'une ordonnance de janvier 59, reconnu aux collectivités locales la possibilité de voter les taux des 4 impôts directs locaux, les fameuses 4 vieilles. Donc, après, d'autres textes sont intervenus. La Constitution en 2003 a été modifiée pour intégrer le principe d'une organisation administrative décentralisée en France. Donc on avait un édifice extrêmement décentralisé. Et plusieurs inflexions majeures, pour certaines d'entre elles, sont ensuite intervenues au fil du temps, tant sur le plan institutionnel que sur le plan, et d'abord sur le plan financier. Alors sur le plan institutionnel, moi je voudrais citer la suppression de la clause de compétence générale des régions et des départements, bon, qui peut être analysée comme une amputation à l'autonomie de ces deux niveaux de collectivité, sans qu'elle ait d'ailleurs, alors que c'était sa vocation au départ, induit beaucoup d'économies. Et puis la recentralisation a été surtout marquée sur le plan financier, avec d'abord le gel, puis la réduction des dotations de l'État pour les contraindre à donc une réduction indirectement de leurs dépenses. Et puis ensuite, on a eu la contractualisation financière, donc pour freiner la progression des dépenses de fonctionnement. Donc là, c'est un premier élément qui va plutôt dans le sens d'une recentralisation, ou en tout cas d'une limitation de l'autonomie locale. La remise en cause de l'autonomie fiscale des collectivités locales est un point important, en particulier pour les départements et les régions, qui n'ont désormais plus d'autonomie fiscale, mais aussi pour aussi le bloc local, donc, qui a vu son autonomie réduite avec la suppression de tout un ensemble de ressources fiscales et leur substitution par des impositions nationales partagées qui ont d'ailleurs considérablement augmenté sur les dernières années, comme l'a d'ailleurs fait observer récemment la Cour des comptes. Et donc cette transformation de la structure des recettes locales n'a pas été, comment dirais-je, protégée d'une certaine façon par la garantie constitutionnelle de l'autonomie financière des collectivités, qui, quant à elle,
finalement, n'offre pas sur ce plan-là une véritable protection. Certains auteurs parlent même de protection illusoire et symbolique. Cette dégradation de l'autonomie fiscale, la déterritorialisation également de la fiscalité, qui est aussi une réalité, finalement, ont pour effet, selon nous, de déresponsabiliser de fait les collectivités. Je ne dis pas qu'elles sont déresponsabilisées, mais de fait, en tout cas, le cadre juridique peut amener à ce genre de phénomène. Elles rendent illisible le financement de l'action publique locale. Elles retirent du sens au calcul des potentiels financiers, fiscaux, à l'effort fiscal, utilisé dans la péréquation. Et puis elles rendent aussi le pilotage des budgets locaux assez difficile dans certains cas du fait de l'incertitude croissante. Et puis la globalisation des aides a été aussi remise en cause avec en particulier la suppression de la dotation globale d'équipement et puis le remplacement de ces dotations globales par beaucoup de subventions affectées sur la base souvent d'appels à projets. Donc pour nous, il y a véritablement un changement de nature assez profond du système administratif local de ce point de vue. Alors quel avenir voyons-nous à la décentralisation? On a un certain nombre d'éléments déterminants qui nous paraissent à prendre en compte. Le premier élément, c'est le défi écologique. L'organisme I4CE, qui est un institut de recherche, a assez récemment publié des études sur la question des investissements locaux et a chiffré à 12 milliards d'euros par an jusqu'en 2030 le volume annuel d'investissement que devraient réaliser les collectivités pour atteindre les objectifs fixés par la stratégie nationale bas carbone. Et également, ils ont chiffré à 25 000 agents supplémentaires à court terme devant être recrutés par les collectivités pour pouvoir apporter toute l'ingénierie nécessaire pour gérer ces investissements. Donc on a là un véritable enjeu qui va nécessiter une mobilisation des collectivités. Par ailleurs, on assiste, on le voit bien, à une crise démocratique au travers d'une défiance croissante de la part de la population à l'égard des institutions. Et à cet égard, les enjeux fiscaux, notamment, sont essentiels, notamment à un moment où on a soit une démobilisation des citoyens, soit, à contrario, une volonté de peser davantage sur les choix publics. Les sources de richesse économique ont aussi beaucoup évolué. Il faut rappeler que souvent la fiscalité a évolué en fonction, bien évidemment, de ces grands changements dans l'histoire. Aujourd'hui, on a une économie tertiarisée en France où il y a beaucoup les secteurs majeurs concernent la distribution, le tourisme, les loisirs, aussi l'économie numérique et collaborative. Et peut-être que notre fiscalité n'est pas adaptée à ces questions. Et puis enfin, les finances locales nous paraissent plutôt saines et donc elles constituent finalement un levier intéressant pour répondre à l'ensemble de ces défis, sachant que l'endettement local est relativement limité. Alors, quelles sont les propositions que nous, au niveau de la FIGES, nous pourrions proposer? Eh bien, c'est bien évidemment un nouvel élan de la décentralisation. Nouvel élan parce que, c'est ce que montre le graphique projeté, finalement, les dépenses publiques locales pèsent assez peu dans l'ensemble des dépenses publiques. C'est un choix qui résulte de cette succession de textes. Avec des transferts ou par bloc autant que faire se peut et un certain nombre d'éléments de rationalisation des compétences telles qu'elles sont aujourd'hui distribuées. Il nous paraît important également de refondre sensiblement le modèle financier de la décentralisation au regard de tous les éléments que j'ai évoqués précédemment, en reconnaissant en particulier aux collectivités locales une véritable autonomie fiscale, alors pas évidemment sur l'ensemble des recettes dont elles peuvent disposer, mais sur une partie d'entre elles, plus particulièrement pour les communes et les départements, qui sont véritablement des collectivités de proximité, ce qui permettrait aussi de moins dépendre de l'État. Une autre mesure pourrait consister dans la modernisation des impositions affectées aux collectivités, qui sont assises pour l'essentiel aujourd'hui sur la propriété foncière, mais ce qui n'est pas fondamentalement représentatif de l'ensemble
des bénéficiaires des services publics locaux. Et puis, il faudrait bien sûr adapter la fiscalité, et notamment la fiscalité locale, aux enjeux écologiques et à l'économie d'aujourd'hui. Le système de péréquation nous paraît également devoir être retravaillé dans un souci de plus grande efficacité et simplicité. Et il faudrait, à notre sens, revenir à une certaine globalisation des aides pour conforter l'autonomie des collectivités locales et éviter la subjectivisation des financements. Enfin, dernier point que je voulais évoquer, tout ceci nécessite néanmoins, eu égard à la situation globale des finances publiques, une régulation qui mérite d'être travaillée de façon à ce que les différents niveaux d'administration puissent, à hauteur de leur impact sur les déficits et l'endettement de la France, pouvoir être mobilisés. On n'est pas opposé à une mobilisation des administrations publiques locales sur la résorption des déficits et de l'endettement, mais à hauteur du poids que représentent ces administrations locales. Voilà très rapidement dressé les éléments que je souhaitais vous apporter en introduction à ces échanges. Merci, Monsieur le Président, de cette présentation. Je souhaitais vous poser quelques questions. Vous avez parlé de, je cite, changement de nature du système administratif local, sans avoir précisé votre appréciation sur le changement de nature, même si on a compris à certains de vos propos que, enfin moi j'ai cru déceler certaines inquiétudes, mais vous me confirmerez ou pas. On vient de vivre dans ce changement de nature plusieurs suppressions d'impôts qui étaient des impôts liés aux collectivités, notamment liés à l'activité économique dans ces collectivités. Je pense à la CVAE, mais je pense aussi à la taxe d'habitation. Donc j'aimerais avoir un regard, un retour de votre part sur la suppression de ces impôts. Est-ce que c'est quelque chose qui peut, à terme, jouer sur la question de l'autonomie fiscale et puis aussi sur les marges de manœuvre des collectivités? On est dans une période où l'inflation est de retour. Pour autant, il y a eu le refus, malgré des propositions, d'indexer la DGF sur l'inflation, ainsi que je voudrais aussi avoir votre retour, alors que dans le même temps, la loi de programmation pluriannuelle qui n'a pas été votée proposait une limitation de défense des fonctionnements des collectivités à 0,5% en dessous de l'inflation. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas là une contradiction un peu dans ces deux termes? Enfin, je voudrais avoir on observe une baisse d'investissement sur le long terme au niveau des collectivités. Les communes annoncent moins 40% pour 2023. Là aussi, est-ce que c'est quelque chose que vous confirmez dans vos appréciations? Est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète et pourquoi, à quoi attribuez-vous ces baisses d'investissement? Et je passe la parole tout de suite aux deux co-rapporteurs pour des questions à vous deux. Merci, Monsieur le Président. Alors, une série de questions. La première qui concerne le soutien de l'État aux collectivités territoriales. Donc, moi, j'aimerais avoir votre regard sur les mesures qui ont été prises en loi de finances rectificative 2022 et en loi de finances initiale 2023 pour soutenir les collectivités par rapport à la crise récente, notamment énergétique, que nous traversons. Est-ce qu'on a déjà un recul aujourd'hui? Est-ce que vous avez déjà une appréciation sur les aides qui ont été apportées? Une seconde question sur l'effort important d'investissement que les collectivités, vous l'avez rappelé, doivent conduire dans les années à venir. Est-ce que vous pensez qu'au regard des difficultés actuelles, les collectivités seront à même de maintenir leur niveau de dépenses en investissement? Enfin, les crises récentes ont montré donc une certaine vulnérabilité des collectivités par rapport aux variations de la conjoncture économique. Que pensez-vous donc comment, selon vous, pouvons-nous assurer une stabilité de la situation financière des collectivités dans le temps? Je pense notamment à la mise en réserve de certaines recettes fiscales comme les DMTO. Est-ce que cela vous semble pertinent? Sur l'évolution de la fiscalité locale, deuxième série de questions, les réformes, c'est un peu en lien avec la question du président Coquerel, les réformes successives de la fiscalité locale
font craindre, notamment au regard de la CVAE, une perte de lien entre l'attractivité économique des territoires et les recettes des collectivités. Estimez-vous qu'il y a un risque que les collectivités s'engagent moins dans le développement économique de leur territoire? J'ai une réserve sur le sujet, mais je voudrais vous entendre. Et la TVA, donc on l'a rappelé, prend une part grandissante dans les recettes des collectivités, ce qui est plutôt favorable d'un point de vue financier. Donc j'aimerais également vous entendre sur ce point. Enfin, concernant les questions relatives à la décentralisation des collectivités, la Cour des comptes a souligné dans son rapport que la plupart des compétences exercées aujourd'hui par les collectivités sont partagées encore par les 4 échelons de gestion locale. Donc comment remédier à cette complexité aujourd'hui et à l'imbrication des compétences de chacun? De ce fait, pensez-vous qu'il faille revenir sur la clause de suppression, sur la suppression de la clause de compétence générale? Et enfin, les départements, vous le savez, 5 départements sont en expérimentation aujourd'hui pour une recentralisation du RSA. Est-ce que vous avez des éléments à nous apporter sur ce sujet? Je vous remercie. Oui, merci beaucoup. Merci, Président. Merci, Marina. Oui, Monsieur le Président, merci de venir ici au sein de notre commission. Je crois que, en effet, c'est toujours très instructif pour des législateurs que nous sommes de s'appuyer sur des professionnels comme vous afin de connaître concrètement le fonctionnement et les besoins des collectivités territoriales, même si nous sommes un certain nombre issus quand même du milieu des collectivités locales, à le connaître un petit peu de temps en temps. Alors, concernant les besoins de ces collectivités, justement, l'inflation a quand même durement touché les finances des collectivités. Pour autant, elles ne sont pas toutes logées à la même enseigne, en fonction d'abord de la part de la masse salariale, s'agissant de la hausse du point d'indice, mais également de la part des autres facteurs, qui sont les facteurs notamment énergétiques en hausse dans leur budget, avec des différences considérables. Mais également, en sens inverse, il y a le dynamisme des ressources qui joue aussi beaucoup, donc les choses sont quand même relativement complexes. Alors, quelle a été, selon vous, l'incidence de la crise énergétique sur les finances des collectivités territoriales, globalement, mais surtout, comment cerner les collectivités qui sont réellement les plus en difficulté et quelle différence existe entre les strates de collectivités sur ce plan? Étant élu d'une zone de montagne comme ma voisine, je sais très bien la différence qui peut exister entre une station en régie et d'autres collectivités qui n'avaient pas à renouveler leur contrat. Pour y subvenir, nous avons décidé dans le dernier PLF une hausse de 320 millions d'euros de la DGF pour 2023. Elle est particulièrement ciblée sur la fraction péréquation de la DSR. Bon, or vous connaissez mon attachement à la péréquation et à la solidarité interterritoriale en tant qu'ancien ministre de la cohésion des territoires. Mais estimez-vous que le niveau de péréquation verticale, mais également horizontale actuellement mis en place, soit particulièrement efficace? Alors une autre mesure prévue, c'est l'actualisation des valeurs locatives des locaux professionnels. Elle a été repoussée de 2 ans dans le PLF 2023 du fait des difficultés de mise en œuvre. Que recommandez-vous en la matière afin que les commerces de centre-ville, notamment, ne soient pas trop pénalisés par une telle réforme? Et enfin, toujours sur ce sujet de la décentralisation, j'ai bien noté quelles étaient les quelques mesures techniques qui étaient présentées dans le slide, qui, je crois d'ailleurs, est toujours affiché là-haut, mais je suis beaucoup trop myope pour lire ce qui est là-haut, et de surcroît daltonien, donc je ne vois pas vos couleurs. Mais très honnêtement, aujourd'hui, quand on parle de nouveau souffle, c'est pas dans ce type de mesure que je vais être franc, un nouveau souffle sur la décentralisation. La décentralisation des années 81 avait correspondu, je dirais, à quelque chose de complètement différent, au regard également de ce qui se passe dans les autres pays d'Europe, où il arrive que les crises nationales soient très amorties par la décentralisation réelle. Je pense en particulier à mes voisins et amis italiens. Donc, quel vraiment nouveau souffle voyez-vous à donner au-delà de mesures techniques pour que la décentralisation prônée par la Cour des comptes ne soit pas simplement une série de mesurettes, mais bien quelque chose de plus fondateur? Merci. Merci, monsieur le rapporteur général. Merci, Monsieur le Président. Madame la rapporteure, Monsieur le rapporteur, Monsieur le Président, merci pour votre exposé. Écoutez, si je devais aller directement au point, j'ai noté peut-être une contradiction dans vos propos. Je voudrais que vous m'éclairiez. Comment peut-on dire à la fois qu'il faut rétablir la clause générale
pour le département et la région, et dire qu'il faut clarifier les compétences par bloc. Là, on est clairement, de mon point de vue, dans une certaine incohérence, et c'est ce que vous préconisez à 2 ou 3 slides d'intervalle. Deuxième sujet, l'endettement des collectivités territoriales aujourd'hui est faible. Et c'est tant mieux, c'est probablement preuve d'une bonne gestion. On a besoin aujourd'hui d'un effort d'investissement important, en particulier sur les sujets de transition énergétique. Comment inciter les collectivités territoriales à accélérer leur endettement sur ce sujet? Peut-être est-ce qu'il faut isoler une dette verte? Enfin voilà, quels sont le genre de questions qu'on se pose aujourd'hui pour accompagner l'effort national sur la partie investissement. Troisième question, là aussi je verrai un certain paradoxe, c'est les collectivités territoriales aujourd'hui, dans leur ensemble, se portent bien, les finances locales, vous l'avez soulevé, et pourtant on entend toujours, mais l'autonomie fiscale a baissé, l'autonomie financière a baissé, etc. etc. Bon. Est-ce qu'il n'y a pas là aussi une contradiction, que le lien ait été avec la suppression de la taxe d'habitation entre le concitoyen et l'élu local a baissé, distendu, c'est un fait. Mais en termes de recettes pour les collectivités, ça n'a pas eu d'impact, si ce n'est positif, d'une part, et d'autre part, ça n'a pas changé l'autonomie fiscale. D'abord, elle n'existe pas au point de vue constitution, vous le savez. Ensuite, ça n'a pas changé, puisque quand vous remplacez la TH par de la taxe foncière, sur le bloc communal en tous les cas, c'est absolument neutre d'un point de vue autonomie financière, autonomie fiscale. Vous voyez, je suis surpris que quelqu'un de votre expérience, de votre expertise sur toutes ces manières, répète un sujet qui, à mon avis, n'est pas juste. Et puis, quand c'est remplacé par une recette nationale, dynamique, est-ce que ce n'est pas aussi le moyen pour les communes et pour que les collectivités les plus pauvres, qui n'ont pas ce pouvoir, parce qu'on veut l'autonomie fiscale, ça veut dire qu'il faut augmenter les impôts. Bon, c'est ça que ça veut dire. Bon, on voit bien que toute une série de collectivités, en particulier celles qui ont peu de recettes fiscales parce que leurs concitoyens n'ont pas des revenus importants ou parce que les entreprises et un tissu économique assez faible n'ont pas ce levier fiscal. Est-ce que ce n'est pas préférable pour elles d'avoir une recette nationale dynamique? Puis dernier point, sur l'effort de redressement des finances publiques, la volonté que nous avons aujourd'hui de viser un déficit de 3% à horizon 2027, comment associer les collectivités territoriales en bonne intelligence, en collaboration à cet effort? On voit bien que les pactes n'ont pas bonne presse. En tous les cas, ça n'est pas la bonne méthode. Mais quelles sont les méthodes que vous préconisez pour arriver collectivement à cet effort, sachant que les dépenses des collectivités territoriales, c'est 300 milliards, celles de l'État, c'est 450. Donc, si on veut rétablir, il faut vraiment le faire ensemble. Merci. Merci, monsieur le rapporteur général. Monsieur le Président, une première série de réponses. Oui, très bien, merci. Donc, sur les différentes questions, donc je vais essayer de les traiter dans l'ordre. Donc, oui, effectivement, j'ai évoqué un changement de nature du système décentralisé en comparant, je dirais, le système initial tel qu'il a été mis en place au début des années 80 et celui qui a par la suite évolué. Alors, sur quels aspects? Comme je le disais, sur le plan institutionnel, donc il y a eu beaucoup de transferts de compétences. Les collectivités ont pu agir très largement sur un spectre d'intervention beaucoup plus large. Néanmoins, le soubassement financier de ce système a considérablement évolué. Alors, bien évidemment, je comprends que le contexte n'est plus forcément le même. D'ailleurs, les impositions directes locales, lorsqu'elles avaient été transférées aux collectivités, il y a bien avant d'ailleurs les lois du début des années 80, étaient déjà, du point de vue de l'assiette, assez obsolètes.
on le sait. Donc au début des années 80, c'était déjà le cas. Mais il y avait quand même une volonté d'associer à l'exercice des compétences la capacité de peser sur la fiscalité et d'avoir vis-à-vis du citoyen une certaine transparence sur l'usage fait par l'impôt qui était réclamé localement, alors que depuis le remplacement de toutes ces impositions locales par des impositions ou par d'État ou par des dotations, eh bien, ce lien s'est distendu, voire a été quasiment supprimé pour certaines collectivités. Ce que je veux souligner par rapport à ça, c'est que très bien, ça a été évoqué sur le cas de la TVA. La TVA est un impôt qui est dynamique, c'est vrai, mais c'est aussi un impôt qui n'est pas territorialisé, contrairement à ce qu'était la CVAE précédemment. Et donc, lorsque un contribuable paye de la TVA en allant au supermarché, tout simplement, il n'a pas forcément conscience qu'une fraction de ce qu'il paye va revenir aux collectivités, et en l'occurrence à sa collectivité de rattachement. Donc il n'y a aucun lien qui est fait entre l'action publique locale et des impôts de cette nature, qui par ailleurs présentent un intérêt. Alors, si on veut essayer d'examiner le cas particulier de la TVA, la TVA, elle se substitue déjà pour les départements à un impôt foncier au départ. On remplace un impôt de stock par un impôt de flux. Donc, l'impôt foncier assure une certaine stabilité, ce qui n'est pas le cas d'un impôt de flux. Donc déjà, il y a un élément par rapport à ça qui est à prendre en considération. On le dit d'ailleurs sur les droits de mutation, mais ça vaut aussi pour la TVA, même s'il y a une garantie, effectivement, qui est apportée en termes de niveau, mais il y a quand même cette réalité. Et en plus, c'est un impôt, donc, comme je le disais, qui n'est pas territorialisé. Donc c'est tout de même une réalité. Donc tout ça pour dire qu'on a le sentiment, c'est pour ça que je parlais de changement de nature du système, c'est qu'on est en train finalement de supprimer la fiscalité locale progressivement en lui substituant des impôts nationaux sur lesquels les collectivités non seulement ne peuvent pas agir, et il ne s'agit pas d'augmenter forcément les impôts, il ne s'agit pas de restaurer l'autonomie fiscale uniquement pour pouvoir mobiliser le levier fiscal, d'autant plus dans un contexte où on sait que c'est très sensible politiquement et de plus en plus difficile de mobiliser le levier fiscal. Mais l'idée, c'est de restaurer l'idée de la contribution à l'action publique locale. Et donc moi, je pense, alors bien sûr, on ne reviendra jamais au système des années 80 où l'essentiel des impositions et des ressources étaient tirées de ces impôts locaux, mais le fait de disposer dans le panel des ressources au moins d'un ou deux impôts établis localement, territorialisés, sur lesquels il y a une capacité d'action, ce serait un moyen, je pense, d'une part de redonner une certaine autonomie et liberté aux collectivités, mais aussi de répondre à cette attente, à mon avis, locale, des citoyens, de la population, de pouvoir, le cas échéant, aussi sanctionner leurs élus, tout simplement, lorsqu'ils considèrent que l'impôt est trop augmenté ou il est trop haut au regard de l'action qui est menée. Donc c'est un peu l'idée que je voulais évoquer et qui concerne l'ensemble des catégories de collectivités, si j'en juge par les échanges que j'ai pu avoir avec mes collègues au sein de la FIGES. Alors plus spécifiquement sur la question du lien entre l'impôt et l'activité économique et l'idée que potentiellement l'attractivité économique pourrait ne plus être un objectif poursuivi par les collectivités du fait de la suppression de ces impôts. Alors sur ce plan-là,
Je ne pense pas qu'on puisse considérer que ça va systématiquement entraîner de la part des élus un désintérêt pour l'attractivité économique de leur territoire, parce que, enfin, bon là, ce n'est pas une question technique, hein, c'est plus une question politique. Je pense que l'action publique se limite évidemment pas à la rentabilité financière de ce qui est fait, hein, de ce qui est mené. Néanmoins, on peut penser quand même que c'est un élément de plus lorsque l'impôt perçu peut être majoré du fait de l'action. C'est aussi un facteur supplémentaire, mais sans pour autant que ce soit rédhibitoire à mon sens. Sur la question de la baisse des investissements des collectivités locales, alors sur ce plan-là, moi je voudrais simplement dire que bon, il y a beaucoup de soutien qui est apporté dans les différentes mesures par l'État, mais que l'investissement public local, il ne dépend pas forcément uniquement de ces soutiens d'État. On est dans un contexte où d'autres éléments vont peser. Alors bien sûr, on l'évoque, c'est la crise énergétique qui va peser bien sûr sur les charges courantes, mais aussi sur les investissements. Les plans pluriannuels d'investissement dans les collectivités ont souvent dû être revus ces derniers temps à l'aune de l'inflation et de la croissance des dépenses en matière énergétique qui indirectement impacte les investissements. Il y a un phénomène plus global qui est quand même celui d'une certaine incertitude qui pèse sur le secteur public local, comme sur l'ensemble des acteurs, hein, des agents économiques. Il peut y avoir aussi l'idée de se dire, bon, peut-être qu'il faudrait différer certains investissements en attendant que l'inflation revienne à des niveaux plus acceptables. Des collectivités ont pu retarder certains projets, c'est vrai, donc ça peut être aussi un élément qui pèse. Un autre élément assez remarquable au sens qu'on observe beaucoup en ce moment, c'est l'infructuosité en matière de marché public. On voit se développer on a beaucoup de marchés de travaux dans les collectivités pour lesquels il y a infructuosité, soit parce qu'il n'y a pas du tout d'offres, soit parce qu'il y a peu d'offres, ou alors des offres qui sont tout à fait inadaptées au regard de leur coût. Hein. Donc tout ça pèse beaucoup. Et puis un autre élément, c'est la difficulté de recrutement de personnel parce que investir, faire un très gros plan d'investissement, c'est très bien, mais il faut le gérer, donc il faut du personnel. Sur les questions en plus de transition écologique, il faut du personnel compétent sur ces questions, qui est un thermicien ou autre technicien spécialisé. Et donc tout ça nécessite effectivement de pouvoir recruter. Or, on a beaucoup de difficultés à recruter, et pas simplement sur certains domaines d'activité, mais assez largement. Donc tous ces éléments-là, à mon avis, pèsent sur la dynamique de l'investissement. C'est pour ça qu'à mon sens, les mesures qui sont prises en soutien sont très bienvenues, mais elles ne pourront pas à elles seules assurer ce rebond de l'investissement qu'on pourrait souhaiter. Sur les mesures de soutien qui ont été apportées par l'État au regard de la crise énergétique, alors moi, ce que je voudrais dire déjà, c'est que ces mesures sont quand même assez significatives. Et on réclame, on parle beaucoup d'autonomie, moi le premier d'autonomie fiscale, mais je pense qu'il faut aussi reconnaître que souvent le secteur public local sollicite l'État pour un soutien régulier. Donc l'autonomie, ça implique aussi en toute responsabilité de faire face à ces à-coups conjoncturels. Néanmoins, moi, je trouve que ces mesures sont donc plutôt élevées. Et ce que je voudrais dire, c'est pour donner un avis un peu plus technique, c'est que pour les plus petites collectivités, il y a le bénéfice des tarifs réglementés qui a un effet quand même plutôt favorable pour limiter la progression de ces coûts. Quant au filet de sécurité, je pense que la formule 2023 est tout de même préférable à la formule 2022,
Elle est moins exigeante en termes de baisse de l'autofinancement, puisqu'on passe de moins 25 à moins 15%, donc ça c'est quand même assez heureux. On a aussi, une extension du champ, puisque ça concerne aussi les départements et les régions. Ce qu'on peut observer, et nombre d'observateurs l'ont souligné, c'est que le soutien peut concerner également les subventions, en tout cas les financements apportés aux délégataires de services publics par des collectivités. Par contre, ça ne recouvre pas, par exemple, les établissements sociaux, les collèges, les lycées. Donc c'est peut-être un élément manquant, mais une fois de plus, je pense qu'il y a quand même déjà, avec ce soutien, un effort significatif qui a été fait, sans pour autant que ça puisse résoudre toutes les difficultés rencontrées. Alors, vous évoquiez la question, je crois, de quelles étaient les collectivités qui étaient le plus impactées. Moi, il me semble, là encore, après échange en interne sur ces questions, que bon, c'est quand même le bloc local hein, qui est le plus concerné par les surcoûts. Dès lors que les équipements publics les plus énergivores sont souvent gérés par le bloc communal. Et donc, de ce fait-là, ce sont les communes et les intercommunalités qui ont été le plus frappées. Ce que je voudrais souligner à ce titre-là, c'est qu'on observe que les collectivités ont fait pas mal d'efforts pendant les mois précédents pour essayer d'adopter un comportement de sobriété énergétique. Alors, c'est certainement pas parfait, mais il y a quand même pas mal d'efforts qui ont été faits. Et le sentiment que nous avons, c'est que ce sont des efforts qui vont s'inscrire dans la durée. C'est-à-dire que beaucoup de collectivités vont poursuivre les mesures qui ont été prises pour passer l'hiver et vont s'orienter vers peut-être de meilleures actions et peut-être aussi une reconsidération de leur modalité d'achat en matière d'énergie pour avoir, je pense, des conditions meilleures et une meilleure préparation. Alors, comment stabiliser les situations financières? Donc, effectivement, pour équilibrer des comptes locaux, il n'y a pas 36 solutions. Il y a l'action sur les dépenses et l'action sur les recettes. L'action sur les dépenses, elle est effectivement essentielle. Ce que je voudrais dire, c'est qu'à mon sens, même si des marges demeurent, en tout cas pour certaines collectivités, parce que comme vous le disiez, monsieur le rapporteur général, les situations sont loin d'être les mêmes d'une collectivité à l'autre. Hein. La situation globalement des finances locales est plutôt bonne, mais on observe des situations très différentes hein, d'une collectivité à l'autre. Hein. 6 000 communes ont une épargne nette négative, hein, il faut le rappeler. Alors c'est plutôt des petites collectivités, effectivement. Voilà, il faut prendre en considération ces questions. Donc l'action sur les dépenses est possible, mais je dirais qu'il y a déjà eu beaucoup d'efforts de fait au cours de la décennie écoulée dans les collectivités pour essayer de faire face aux conséquences de la baisse des dotations ou de la limitation de la croissance des dépenses de fonctionnement. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de possibilités. C'est toujours la priorité numéro 1 avant d'aller chercher de la recette supplémentaire, surtout fiscale. Mais les gains seront certainement plus limités que ce qui a pu être obtenu précédemment. L'autre élément, c'est l'action sur les recettes, mais là, ça rejoint les propos que je tenais, pour des raisons diverses, en termes d'acceptabilité de la pression fiscale, pour des raisons qui tiennent à la disparition, pour certaines collectivités, de l'autonomie fiscale au sens de la capacité d'agir sur l'évolution des impôts. C'est un volet sur lequel, finalement, les collectivités ont moins de possibilités désormais. Ce qui fait que la mesure qui a été adoptée pour les départements de mise en réserve des droits de mutation nous paraît une excellente mesure, dès lors que ça paraît de bonne gestion que lorsqu'on est dans des périodes un peu plus fastes, notamment dans les départements à la faveur de la progression des droits de mutation, on puisse mettre de côté et en réserve un certain nombre de recettes, ce qu'on ne peut pas faire avec les systèmes de provisionnement comptable, puisque ça ne correspond pas à la destination juridique de ces outils.
Donc le faire par des réserves, ça paraît une bonne idée. Donc nous, on serait plutôt favorable à ce que ce type de procédé soit étendu à d'autres catégories de collectivités que les départements, voire à d'autres impositions, avec le plus de souplesse possible. Et puis nous serions également favorables à ce que ces réserves puissent faire l'objet de placements de la part des collectivités. Comme vous le savez, les collectivités peuvent faire quelques placements, en particulier en cas de cession d'immobilisation dont le produit n'est pas immédiatement utilisé, en cas d'emprunt fait par anticipation affecté à une dépense et qui n'est pas immédiatement utilisé. Il nous paraît très logique, au regard de la réglementation existante, qu'on puisse étendre le bénéfice des placements à ce type de mise en réserve. En tout cas, pour nous, c'est un élément d'autonomisation qui est extrêmement important. Sur la question maintenant de la décentralisation, je crois que j'en arrive ici. Voilà. Alors la question de la complexité des imbrications de compétences, comment y remédier. Alors, et monsieur le rapporteur, vous souleviez une contradiction apparente dans mes propos par rapport à la clause générale de compétences. Sauf erreur de ma part, lorsque le législateur a souhaité supprimer la clause de compétence générale des départements et des régions, ça s'est fait donc dans une logique qui était celle, en tout cas dans le projet de loi, de réduire considérablement la place des départements. Au final, la loi NOTRe a été beaucoup moins impactante pour les départements, mais au départ, il y avait ce point-là. Et puis, il y avait aussi la question, la volonté, par cette suppression, est de clarifier les compétences et éventuellement de faire un certain nombre d'économies à la faveur de cette suppression. Je n'ai évidemment pas au niveau de la FIGES les moyens de faire une estimation chiffrée de tout cela, mais de ce que l'on peut comprendre et observer, cette suppression de clause compétence générale n'a pas généré véritablement d'économie. Alors, est-ce qu'elle a clarifié les compétences ? Si vous voulez, la difficulté, me semble-t-il, par rapport à ça, c'est que il est important qu'on puisse avoir effectivement une certaine clarification avec des blocs de compétences, mais les territoires sont différents, les besoins sont différents, les politiques locales sont différentes. Dans certaines régions, c'est telle collectivité qui va plutôt mener une action dans tel domaine. Dans d'autres régions, c'est plutôt telle autre catégorie qui va agir. Et donc, le fait d'affecter de manière pas trop cloisonnée les compétences à telle ou telle catégorie peut poser une difficulté. C'est pas pour ça qu'il ne faut pas flécher une catégorie pour porter une action et une compétence, mais il me semble que ces clauses ne généraient pas forcément d'abus sur le plan budgétaire et financier, et surtout étaient un facteur de fluidification parfois dans les dossiers locaux. Et il me semble que on l'a un peu vu pendant la crise sanitaire où, selon les territoires, des départements souhaitaient intervenir en soutien économique. Certains se sont abstenus pour des raisons juridiques qu'on peut comprendre, qui sont fondées. Dans d'autres cas, ils sont quand même intervenus et ils se le font reprocher par les chambres régionales des comptes. Voilà, je pense que ce sont des éléments cette clause générale de compétence, elle avait quand même cette vertu que de donner un peu de souplesse dans la gestion des projets et dans le bouclage des dossiers, moi il me semble. Alors, outre le fait que... alors, il y a eu un grand débat de juristes sur le sujet, mais ça paraissait aussi un peu l'apanage des collectivités par rapport aux établissements publics que de disposer de cette capacité d'intervention générale. Et donc, c'est vrai que les départements et les régions, même si sur le plan juridique, ça n'a pas forcément été confirmé par les juridictions, du fait de la diversité des compétences, les départements et régions se rapprochent davantage maintenant des établissements publics
que des collectivités au sens originel du terme, hein. Donc il y a aussi cette dimension-là qui peut jouer. Et puis je pense que la clarification, elle est souhaitable parce qu'on a des approches des compétences locales qui se font selon des biais, des prismes différents. Je m'explique. Dans certains cas, on va avoir une logique très verticale, très sectorielle, tel secteur de compétences et telle collectivité. Dans d'autres cas, on va avoir une approche très horizontale et transversale. La solidarité territoriale, ce sont les départements. Et du coup, lorsque, sur le plan juridique, on essaye de savoir si on a le droit d'intervenir ou pas, on se heurte parfois des difficultés. Et l'exemple me paraissant assez frappant, c'est celui du tourisme, qui est une compétence partagée par l'ensemble des catégories de collectivités. Pour autant, un département ne peut pas faire d'aide économique en matière touristique. Il est compétent en matière de tourisme, mais il n'a pas le droit de faire des aides économiques. C'est l'apanage des régions. Alors moi, je ne discute pas le choix qui n'appartient pas aux fonctionnaires que je suis, hein, de dire ce doit être telle catégorie de collectivité ou telle autre qui doit gérer tel domaine. Mais cette difficulté-là est réelle et parfois nous amène à nous interroger très sincèrement sur le niveau de marge de manœuvre. Et là, on rejoint aussi la problématique de la clause de compétence générale, parce que ça peut bloquer parfois certains dossiers qui auraient pu être intéressants, mais qui n'ont pas pu être menés. Donc, pour moi, la clarification, elle passe beaucoup par de la souplesse dans les répartitions. Sur la question du RSA, alors, sur le RSA, je ne suis peut-être pas forcément le mieux à même de vous apporter un avis. Simplement, ce que j'observe, c'est que effectivement, la Cour des comptes considère qu'il y a une problématique liée au fait qu'il n'y a pas d'identité entre financeur et exercice de financement et exercice de la compétence. Là encore, moi, je reste un peu sur ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que de deux choses l'une, soit on considère, et je pense que c'est une bonne chose, que les départements portent le RSA, parce qu'ils ont pu développer des politiques d'insertion qui, même si la Cour les critiques semble considérer qu'elles sont insuffisantes, ont quand même porté leurs fruits dans un certain nombre de cas. Donc soit on considère que le RSA doit être géré par les départements, et dans ce cas-là, il faut que les départements aient la capacité financière de les gérer. Je pense que ces solutions un peu de recentralisation à la carte, c'est un peu excusez-moi, un peu du rafistolage, hein, je suis un peu direct là-dessus, mais je ne suis pas certain que ce soit la bonne solution. Je pense que la bonne solution, c'est plutôt que les départements aient les moyens financiers pour faire face à la croissance des charges qu'on leur a reconnues. Alors, sur les systèmes de péréquation, et donc effectivement, comme vous l'avez dit, moi j'ai bien noté effectivement que la majoration de 320 millions d'euros de la DGF a principalement abondé la DSR. Donc, en soi, c'est une très bonne chose, hein. Mais là encore, moi, je pense que le vrai problème de la péréquation, c'est plutôt le dispositif, les dispositifs de péréquation. On a vu se multiplier les dispositifs. On a dans ces dispositifs souvent une très grande complexité, un manque de lisibilité, et puis peut-être un manque d'efficacité en ce sens qu'on ne cible pas forcément suffisamment les collectivités bénéficiaires. Alors, je sais très bien que l'exercice est extrêmement compliqué, puisque, bon, il faut essayer de ne pas trop... Enfin, voilà, il y a des équilibres politiques à trouver, mais pour autant, je pense que le système de péréquation, alors, d'autant plus qu'il est considérablement impacté par les réformes fiscales successives, ça conduit à revoir les indicateurs de mesure de la richesse fiscale et financière, et on voit bien que ces indicateurs, ils ont complètement changé de nature. Dans certains cas, ils n'ont de potentiel que le nom. Ils correspondent beaucoup à des recettes réelles qui sont intégrées, additionnées à des recettes potentielles, et du coup, tout ça fait perdre beaucoup, à mon avis, et de lisibilité et
et d'efficacité à ces outils. Alors évidemment, le grand soir est difficile à envisager, hein, c'est pas forcément facile, mais il nous semble que sur ce point-là, il y aurait matière à avancer. Alors je précise que la FIGES a été associée régulièrement avec les associations d'élus locaux à ces travaux sur la question des indicateurs de richesse. Alors de la même façon, nous avons été associés à l'évaluation des valeurs locatives. D'accord. Alors sur les valeurs locatives, et notamment celles des locaux professionnels, quelques mots. Alors là, je me fais un peu l'écho des experts en fiscalité de l'association, experts que je ne suis pas, mais ce qui semble avoir manqué en matière de révision, enfin d'actualisation des valeurs locatives de locaux professionnels, c'est la qualité de la récolte des loyers, ce qui fait que on a obtenu au final une vision, une photographie assez peu, comment dire, ma collègue me disait une photo pixelisée de la réalité du marché locatif, ce qui fait que nécessairement ça a pu induire des approches parfois un peu grossières et pas assez fines. Alors ça n'a pas forcément été le cas sur les commerces de centre-ville, où elle me disait que sur ces sujets-là, on a pu avoir plutôt des éléments précis, mais ça n'a pas forcément été le cas sur l'ensemble. Et donc, il y a une nécessité à ce qu'on puisse obtenir davantage dans les collectivités et auprès des techniciens territoriaux qui sont experts sur le sujet, des informations de la part de l'État. On a eu beaucoup de mal à obtenir des informations sur le sujet. Donc ça, c'est une vraie réalité. Et puis sur les centres commerciaux, peut-être un mot. Visiblement, une des difficultés tient au fait que dans les centres commerciaux, les grandes surfaces payent des loyers qui sont relativement bas au regard de ce que payent les commerces de centre-ville, ce qui n'est pas d'ailleurs le cas des commerces qui sont dans les centres commerciaux, hein, dans les galeries marchandes. Donc la problématique tient surtout à cela. Et donc ce qui nous paraît très intéressant comme mesure, c'est d'une part de bien garder à l'esprit que l'objectif de l'actualisation des valeurs locatives, c'est de s'approcher le plus possible du marché locatif. Donc ce n'est pas forcément d'aller forcer ou d'aller tordre la réalité de ce marché locatif dans les valorisations locatives, mais c'est davantage peut-être de mettre en place plus de lissage et de progressivité dans les actualisations et dans les mises à jour, de façon qu'il y ait moins d'à-coups dans la prise en compte, notamment des renouvellements de baux. Hein. C'est un peu le constat que nous faisons. Sur la question du nouveau souffle, sur les compétences, oui, alors effectivement, il y a déjà un certain nombre de compétences qui sont décentralisées. Ce qui nous différencie beaucoup des autres pays, c'est le fait qu'on ait assez peu finalement décentralisé la protection sociale, puisqu'une grosse part demeure bien sûr au niveau des administrations sociales, en matière de santé également. Donc ce sont là des différences majeures. Alors je ne dis pas qu'il faut forcément décentraliser ces secteurs, mais je pense qu'on sera plus dans des adaptations et dans de la rationalisation. Mais pour moi, le nouveau souffle, il est surtout financier, dans la mesure où cette dénaturation progressive du système financier induit une perte d'autonomie et une perte aussi de lisibilité de l'exercice des compétences locales. Sur l'endettement, oui, les collectivités sont globalement assez faiblement endettées. Je pense qu'on peut dire que la crise des emprunts structurés à risque est plutôt derrière nous désormais. On a une dette qui est plutôt raisonnable, saine, qui a même en point de PIB baissé, ce que souligne la Cour des comptes dans son dernier rapport. On a donc là une capacité, une marge de manœuvre potentiellement à mobiliser. Mais j'ai envie de dire que pour la mobiliser, il faut redonner confiance aux collectivités pour qu'elles puissent la mobiliser en se disant qu'elles auront un système financier
sous-tendant leur action publique locale, qui leur offre l'autonomie nécessaire et la lisibilité, la prévisibilité nécessaire. Aujourd'hui, faire une prospective budgétaire quand on est directeur financier, c'est un exercice assez délicat parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent revenir, être mises en cause. De la même façon, les financements de l'État pêchent parfois par l'immédiateté des réponses à apporter et par la technicité requise pour répondre aux appels à projets. Ça conduit souvent les collectivités à faire preuve de beaucoup d'ingénierie pour répondre aux dossiers, ce qu'une dotation globale n'induit pas. Enfin voilà. Et puis ça peut être vécu aussi comme faire les collectivités un peu des espaces de gestion, comme dit Michel Bouvier, chargés de mettre en œuvre les politiques de l'État. Enfin, il y a quand même une problématique derrière cela, nous semble-t-il. Voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour, sauf erreur des questions qui ont été Merci, posées. Monsieur le Président. Vous avez été extrêmement précis, ce qui vous permettra d'être peut-être plus synthétique dans les réponses aux rapporteurs de groupe. Merci beaucoup. Bah oui, il faut. Thomas Cazenave pour Renaissance. Merci, Monsieur le Président. Merci aux rapporteurs spéciaux d'avoir organisé cette audition et merci à Monsieur Bellemin. Mon intervention sera courte. Je voudrais insister sur un point de votre intervention et puis en rebond aussi à l'intervention du rapporteur général sur un sujet qui a fait l'objet d'ailleurs d'échanges au sein de la délégation aux collectivités territoriales, c'est l'accélération de l'investissement public local dans la transition écologique. Pourquoi ? Parce qu'il n'y aura pas de transition écologique, de planification écologique si les collectivités locales elles-mêmes ne sont pas pleinement impliquées dans cette grande transformation. Elles ont des politiques publiques qui sont au cœur de la transition écologique, la gestion des réseaux, la mobilité, la rénovation des bâtiments publics, l'éclairage. Or, aujourd'hui, il faudrait, d'après les chiffres d'ICATCE, que vous avez d'ailleurs rappelé, doubler l'investissement public annuel des collectivités territoriales. Et nous sommes un peu dans une situation paradoxale où les collectivités territoriales sont par ailleurs aidées à travers le Fonds vert, qui est un véritable succès, si on en croit le nombre de dossiers déposés. Elles sont par ailleurs dans une situation financière favorable, fin 2022, d'ailleurs plus favorable qu'avant Covid. Elles accumulent des réserves qui n'ont jamais été aussi élevées, près de 65 milliards d'euros. Et pour autant, on sent bien, y compris pour l'année 2023, une forme de frilosité à l'investissement, qui se retrouve aussi d'ailleurs dans le bon taux, je dirais, de désendettement des collectivités territoriales. Et donc la difficulté, je crois, qui est la nôtre, c'est comment est-ce qu'on incite les collectivités territoriales à renouer avec le principe de l'endettement long terme pour des investissements de long terme, dont la rentabilité, parce qu'il s'agit de réseaux, parce qu'il s'agit de mobilité, parce qu'il s'agit de rénovation du patrimoine public, ont un sens économique et un sens aussi vis-à-vis de celles et ceux qui vont en bénéficier. Donc mes questions sont les suivantes. Comment réconcilier les collectivités avec l'investissement long terme ? Faut-il identifier au moment des débats d'orientation budgétaire une analyse plus fine de la dette et des investissements, en distinguant ce qui relève de la transition écologique, qui est incontournable, et ce qui ne l'est pas, et comment on a des débats qui sont éclairés à ce titre-là. Deuxième sujet, faut-il évaluer d'une manière ou d'une autre le passif écologique des collectivités territoriales, c'est-à-dire le coût de l'inaction climatique, le fait de ne pas avoir rénové un réseau, le fait de ne pas avoir accompagné la décarbonation des mobilités, de ne pas avoir rénové ces écoles, cela a un coût climatique, et que dans les débats d'orientation budgétaire, on puisse mettre en regard la question de la dette financière avec la dette climatique. Je vous remercie. Merci beaucoup. Philippe Lothiau, Rassemblement national. Oui, Monsieur le Président de la Commission, vous l'avez dit, le récent rapport de la Cour des comptes le montre, de profondes évolutions des finances locales sont nécessaires. Vous en avez analysé un certain nombre de causes et je crois qu'il faudrait insister sur 2 points. Je crois que tout d'abord, l'État a remis en cause sa parole initiale et ne compense plus les transferts de compétences. La DGF est devenue une variable d'ajustement. La Cour des comptes dit par exemple que sur les départements, sur 57 milliards de dépenses de fonctionnement, près de 10 milliards sont des coûts de prestations sociales qui ont été transférés et qui n'ont jamais été compensés. Donc est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux, d'une part, retisser ce lien entre transfert et compensation, plutôt que de vouloir trouver de nouveaux systèmes de contraintes sur les collectivités chaque année ?
Deuxièmement, vous l'avez dit également, on peut de moins en moins parler d'autonomie fiscale des collectivités. Les impôts nationaux, c'est 37% des ressources fiscales contre 14% en 2014. Et ce qui est dynamique un jour par rapport à ce qui est dit ne l'est pas toujours. Et j'étais un petit peu gêné d'entendre que si les collectivités veulent davantage d'autonomie, c'est uniquement pour augmenter les impôts. Bon, passons. Vous l'avez dit aussi, il y a de moins en moins de liens entre les ressources et le territoire. Et il y a de moins en moins de cohérence et de visibilité. Je crois qu'il faut en rappeler les impacts concrets de cette absence de lien et de visibilité. Les maires, aujourd'hui, ne sont plus incités financièrement ni à construire, ni à accueillir des industries. Bien au contraire, parce qu'il y a des impacts sur l'économie du BTP, et ça ne va pas du tout dans le sens, par exemple, de la réindustrialisation. Donc, parce qu'il n'y a plus ce lien, justement. Et enfin, vous avez évoqué les pistes de réforme. En termes d'organisation, je crois qu'il faut s'appuyer sur 2 principes, la proximité, commune-département, et la subsidiarité, ce qui peut en effet déboucher sur des répartitions territoriales différentes. Dès lors, faut-il aller vers une spécialisation d'un impôt par strate, ou alors, comme le suggère la Cour des comptes d'ailleurs, vers une répartition entre fiscalité locale pour le bloc communal, dotation sociale et part d'impôts nationaux pour les départements, et part de fiscalité nationale économique pour les régions. Dernier point, j'avais une question sur la dette, vous y avez répondu. Moi, je pense personnellement que les collectivités ne se sont pas assez endettées en période de taux bas, et qu'aujourd'hui, on risque d'avoir des conséquences négatives d'une baisse de l'investissement, sans doute liée, moins, vous l'avez dit, il y a des réserves, mais sans doute liée à une absence justement de visibilité sur les prochaines années. Merci. David Guiraud pour LFI. Micro, cher collègue. Pardon. Merci. Merci, Monsieur le Président. Évidemment, sur la question des marges de manœuvre pour les collectivités, on souhaiterait avoir votre avis sur 2 éléments. Sur le fait qu'on a supprimé des impôts sous le quinquennat d'Emmanuel Macron, notamment la taxe d'habitation, dont on sait que ça a profité essentiellement aux ménages les plus fortunés, et pour les entreprises avec la CVAE, on aimerait savoir votre avis. Après, moi, je suis élu ou une des 2 villes de ma circonscription, c'est Roubaix, une des villes les plus pauvres de France, où on se retrouve sur un scénario extrêmement compliqué. Il y a énormément de retard qui a été pris dans la question des services publics par l'État. Je pense notamment à l'école, avec un IPS pour nous qui est vraiment au plus bas. Mais d'un autre côté, vous avez quand même 60% du budget de la commune qui est abondé notamment par les dotations. Donc là, on se retrouve sur cette situation-là où l'État donne, mais pas forcément vers les secteurs essentiels. Et du coup, la mairie se retrouve aussi à devoir piloter tout ça, parfois avec un manque d'expertise. Moi, j'aimerais bien avoir votre avis sur ce genre de situation pour les villes pauvres, qui, y compris quand on rétablit des impôts locaux, ne seront pas forcément plus en capacité de dégager des marges de manœuvre très fortes. Voilà, ça, c'est des questions qu'on se pose et auxquelles on aimerait avoir quelques réponses. Je vous remercie. Marie-Christine Dalloz pour Les Républicains. Oui, merci, Monsieur le Président. Les collectivités territoriales se trouvent confrontées à plusieurs difficultés. La première, vous n'avez pas suffisamment insisté, à mon sens, là-dessus, c'est l'inflation normative. Et quand j'entends certains de nos collègues dire qu'on pourrait un jour pénaliser nos collectivités par rapport à l'inaction climatique, je voudrais juste rappeler que le Code général des collectivités territoriales a triplé de volume entre 2002 et 2022 et que la loi 3DS n'était pas encore prise en compte dans ce chiffre-là. Que le Code de l'urbanisme a augmenté de 44% dans le même temps en termes de volume. Je crois qu'à un moment donné, et chaque fois qu'on a mis en place une loi de simplification avec la bonne intention de simplifier, on a complexifié. Et je pense que ça, c'est une vraie réalité pour nos collectivités territoriales. Vous avez parlé, monsieur le directeur, de la clause générale, de la clause de compétence générale des départements. Moi, comme vous, je déplore cette situation-là. Il y avait des possibilités d'intervenir au plus près de l'économie sur un territoire. Ce n'est plus possible aujourd'hui. Et on a encore rajouté de la difficulté avec la déterritorialisation de la fiscalité, notamment la suppression de la taxe d'habitation et la réforme des impôts de production. La conséquence directe, et j'aimerais savoir ce que vous en pensez, c'est qu'avant la réforme, on avait 47% des produits fiscaux des départements qui étaient sensibles à la conjoncture, la TVA. Et après la réforme, c'est 79%, quasiment 80% des recettes fiscales qui sont sensibles à la conjoncture. Ça peut être, est-ce que vous le voyez comme un danger ou non?
Enfin, la Cour des comptes, et ce sera ma question finale, dans son rapport sur les finances publiques locales de 2022, suggère une contribution des collectivités au redressement des finances publiques. J'aimerais avoir votre avis sur le sujet, parce que là, je pense que ça va poser quelques difficultés. Merci de ces questions. Pascal Lecamp, madame. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Madame, Monsieur les rapporteurs, d'abord, je vous remercie pour cette audition parce qu'elle nous permet d'échanger en commission sur la prise en main concrète de finalement dispositifs qu'on vote ou qu'on budgète. Donc, c'est intéressant de ce côté-là. Je suis un peu d'accord avec ce qu'a dit mon collègue Cazenave sur l'importance que va constituer pour les collectivités territoriales. Donc, je ne vais pas revenir dessus. Je l'avais prévu d'en parler un peu, mais je voudrais vous parler d'un programme qui tient beaucoup à cœur, c'est celui qui est Petite Ville de demain, que connaît très bien mon collègue Joël Giraud, puisqu'il est à l'initiative. Moi, dans ma circonscription, il y en a 8 petites villes de demain, dont la mienne, où j'étais maire il n'y a pas encore longtemps. On a porté la candidature. C'est 1500 villes en France, la plupart en milieu de ruralité, donc on est très concernés. Et on sait que le lancement a été réussi. 80% des villes ont eu leur chef de projet financé. D'ailleurs, ça a été un peu compliqué parce que demander 1500 chefs de projet en 6 mois dans toute la France, on a eu un peu de pénurie. Mais ils ont eu leur chef de projet, les aides à l'ingénierie du plan guide, tout ça, c'est financé. Là, on rentre dans la deuxième phase, la phase du dur, je dirais, l'investissement. Et on va revenir sur les sujets évoqués par Cazenave, c'est-à-dire dans la phase d'investissement et de concrétisation des projets, pour les 8 villes que je connais bien de la Circo, c'est entre 20 et 30 millions d'euros sur les 5 ans qu'il faut débloquer en investissement. Et là, on va se retrouver sans doute à avoir fait miroiter beaucoup de choses. Le plan guide a été restitué hier soir chez moi. J'ai fait l'aller-retour, donc c'est fait. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Donc moi, les questions que je vous poserai, ça serait sur ce sujet-là. Ont-elles réussi, certaines, à mobiliser des fonds? Pour nous, c'est très compliqué. Je pense notamment aux fonds, au-delà des fonds nationaux, les fonds européens, dont nous, les petites collectivités, on a du mal historiquement à se saisir. Est-ce que vous avez des exemples de bonnes pratiques sur ces fonds européens qui pourraient participer à ces... Est-ce que ça a évolué? Et enfin, le gouvernement a lancé le 1er janvier 14 aides liées au fonds vert. Les appels à candidature sont ouverts jusqu'à la fin de l'année. Quels sont les premiers retours que vous avez sur ces candidatures dans le cadre des investissements des collectivités locales pour le climat dont vous parliez tout à l'heure? Merci. Merci. Christine Pires-Beaune pour le Parti socialiste, groupe socialiste. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président de la FIGES, pour ces éléments. Je vais faire très vite parce que je partage beaucoup de ce qui a été dit, notamment par Thomas Cazenave, sur la nécessité de trouver les moyens d'accélérer la transition énergétique, écologique sur nos territoires, et les collectivités sont des acteurs incontournables là-dessus. Premier point, sur la suppression de l'ATH, on a coupé le lien finalement des territoires avec les locataires. Suppression de la CVAE, on a coupé le lien, en tout cas pour partie, avec les entreprises. Du coup, est-ce qu'il serait opportun de réfléchir à un impôt local universel? Si je dis ça, c'est parce que les services publics locaux ont un coût. C'est parce qu'en faisant ça, on a créé des inégalités. C'est quoi les marges de manœuvre d'un maire qui a 40% de logements sociaux à côté d'une commune voisine où il y a 90% de propriétaires? On a créé des inégalités terribles. Je vais vous donner un chiffre et j'aimerais savoir ce qu'il vous inspire sur la répartition du fonds vert, mais pour sa partie CVAE. La région Île-de-France va bénéficier d'un tiers du total de la répartition CVAE. Voilà, j'aimerais savoir ce que ça vous inspire. Et enfin, un dernier point qui n'a pas du tout été évoqué, c'est l'attractivité des métiers dans les collectivités locales. J'aimerais savoir quels métiers et quelles difficultés, est-ce qu'elles sont réelles pour nos collectivités locales? Je vous remercie. Merci. Félicie Gérard pour le groupe Horizon. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Bellemin, merci pour votre intervention. Le groupe Horizon est particulièrement attaché aux collectivités territoriales. Elles sont un maillon essentiel de l'action publique et font vivre la démocratie au quotidien, au plus proche de nos concitoyens. Ces dernières années, nous avons été à leur côté, notamment pendant la crise sanitaire avec des filets de sécurité et plus récemment pour faire face à la crise énergétique et à l'inflation avec l'augmentation de la DGF, le filet de soutien à l'investissement à l'initiative du groupe Horizon,
avec le bouclier tarifaire pour les petites communes ou encore avec l'indexation des bases fiscales sur l'inflation. Malgré cela, je rencontre des élus locaux toujours très inquiets. Voici donc mes questions. Selon vous, quel impact a l'inflation sur les collectivités locales? Quelle est la situation des collectivités par rapport à l'investissement? Et enfin, une question plus précise sur un sujet qui me tient à cœur. Quel regard portez-vous sur le fonds vert doté de 2 milliards d'euros? Quelles suggestions de déploiement formuleriez-vous à ce sujet? Je vous remercie. Merci. Christine Arrigui pour les écologistes. Oui, merci Monsieur le Président. Merci Monsieur le Président de la FIGES sur l'ensemble des éléments que vous nous avez communiqués qui vont me permettre d'aller direct sur des questions très précises que j'avais encore en tête, notamment sur le nouveau régime de responsabilité des gestionnaires publics en vigueur cette année. Qu'est-ce que vous pensez de cette évolution sur la suppression de la CVAE qui est étalée sur 2 ans? Et donc, d'après le gouvernement, cette approche permet une augmentation de compensation de 19,5% par rapport à la CVAE touchée en 2022. Est-ce que vous auriez le détail du taux d'augmentation de cette compensation pour le bloc communal, d'une part, et pour le bloc départemental, d'autre part, au regard des enjeux auxquels ces collectivités sont confrontées les unes et les autres pour des thèmes différents dans le contexte actuel? Le fonds vert, ça a été évoqué, donc il permet de financer les projets des collectivités territoriales. J'aimerais avoir le regard des acteurs de terrain que vous êtes sur l'appropriation du collectif par les collectivités ainsi que son efficacité opérationnelle. Et enfin, par rapport à l'enveloppe de 2 milliards, est-ce qu'elle vous semble suffisante pour faire face aux enjeux écologiques actuels et aux annonces du ministre Christophe Béchu qui nous dit qu'il faut préparer notre pays à plus 4% quand on voit les éléments que nous sont communiqués par le GIEC à 4% à 4 degrés. À 4 degrés, nous n'existons plus. Et enfin, une dernière question sur les ZAN, dont on a peu parlé et qui sont un vrai sujet de préoccupation des collectivités territoriales. Quels sont les leviers fiscaux les plus pertinents qui vous paraissent permettre d'encourager les collectivités pour l'atteinte des objectifs de ZAN? Merci. Charles de Courson pour le groupe Lyot. Oh oui, je me concentrerai sur un petit point, c'est la restauration de l'autonomie fiscale et du lien fiscal et la modernisation des impositions locales. Mais quid? C'est quoi dans votre esprit? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on donne une part de CSG, mais à taux modulable. Une part de TVA à taux modulable, mais tout le monde sait que ce n'est pas possible. Une part d'IR. Donc, est-ce que vous pourriez nous expliciter vos idées derrière ces 2 items? Merci. J'ai 4 inscrits, 1 minute chacun. Est-ce qu'il y en a d'autres? Non. Alors, je vais leur donner la parole 1 minute et on conclura avec eux. Fabien Di Filippo. Oui, merci Monsieur le Président. Messieurs, simplement 2 questions. Effectivement, l'une, je rebondis sur ce qui a pu être dit. On voit que les collectivités vont devenir celles qui touchent la part la plus importante de TVA, et qui n'était pas à l'origine devant l'État. C'est quand même un phénomène important. Ça veut dire quand même quelque chose sur la structure des ressources des collectivités et sur leur autonomie financière et fiscale, avec aujourd'hui une grosse inflation, mais demain une conjoncture qui sera peut-être différente. C'est quand même un risque financier, une perte d'autonomie qui pour moi va à l'encontre de la Constitution. Donc ce cap qu'on vient de franchir, qu'est-ce que vous en pensez? Et la deuxième question, vous voyez bien les dispositifs d'aide pour des grandes villes qui ont des grosses dépenses d'énergie, pour les petites communes qui ont le bouclier. Entre les deux, on a des villes moyennes qui ont, ces villes moyennes, des grosses charges de centralité, avec des piscines, des bibliothèques, etc. Et pas la surface financière pour les aspirer. Mais elles sont, notamment quand elles sont bien gérées, privées de tous les dispositifs d'aide. Est-ce qu'elles ne sont pas les laissées pour compte de tout cela? Merci. Frédéric Cabrolier pour le RN. Oui, donc ça a été dit, depuis 2017, les collectivités, en tout cas le bloc communal, a perdu à peu près 25 points de pouvoir de taux, ce qui représente à peu près 40 milliards d'euros, et qui met à mal, ça a été dit, la libre autonomie des collectivités locales. Alors la suppression de la taxe d'habitation fait que les communes contournent cette suppression en augmentant la taxe foncière, notamment la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Moi, j'ai 2 questions à vous poser. La première, c'est sur la DGF. On avait reçu ici en audition, dans le cadre des financements des collectivités locales, je ne sais plus comment il s'appelait, qui nous avait dit qu'il y avait
la possibilité que la DGF remonte au niveau intercommunal. Donc là, il y a une levée de bouclier des communes. Et la deuxième question, j'ai vu que la semaine dernière, le Sénat a annoncé, enfin il y a eu une audition également, la volonté d'affectation de l'IFER à l'aménagement numérique qui a été annoncé au Sénat. C'est là, pour le coup, dénoncé par les intercommunalités qui disent que ça serait la suppression d'un impôt dynamique au profit d'acteurs privés. Donc là aussi, qu'est-ce que vous pouvez nous dire et où ça en est? Merci. Christian Baptiste pour le groupe socialiste. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président de l'AGS. Très belle intervention. Je pense que vous avez apporté des réponses très précises. Je voudrais intervenir à deux niveaux. D'abord, vous avez dit effectivement dans votre intervention, donc les finances locales globalement sont saines, autofinancement et endettement maîtrisé, ce qui n'est pas du tout le cas dans les départements dits d'outre-mer. Donc je voulais savoir quels sont les travaux qui sont menés par cette association et avec les collectivités dans les départements dits d'outre-mer et quels sont les éléments précis, chiffrés que vous pouvez nous donner, de par le fait même que ce sont des collectivités qui globalement sont en grande difficulté liées à leur, bien évidemment, insularité, mais aussi au surcoût. Et deuxièmement, eh bien, nous sommes tous scandalisés par cette perte d'autonomie fiscale. Parce que l'autonomie financière, oui, mais sans autonomie fiscale, à mon avis, il n'y a pas d'autonomie financière. Et cela traduit bien, justement, cette recentralisation que vous qualifiez de rampante. Mais nous qualifions, en tout cas dans les départements dits d'outre-mer, de recentralisation galopante. Car effectivement, nous constatons au-delà même de ce manque d'autonomie fiscale, il y a effectivement au niveau de l'administration des interventions qui ne permettent pas à nos collectivités d'intervenir véritablement dans leur gestion. Donc ce sont ces deux questions que je voulais poser sur les finances locales des départements dits d'outre-mer, mais aussi cette autonomie fiscale que nous trouvons scandaleux, que nous perdons dans les collectivités territoriales. Et enfin, Victor Aberdasso, groupe républicain. Merci, Monsieur le Président. Une petite question sur un projet de décret sur l'actualisation des critères de performance énergétique et environnementale exigés dans la construction de logements sociaux pour bénéficier d'un allongement de 5 ans de la durée d'exonération sur la taxe foncière sur les propriétés bâties. L'État prend 20% du montant de cette exonération. Le reste est à charge pour les collectivités territoriales. Est-ce que ce serait peut-être prévu que l'État participe davantage au montant de ces exonérations? Merci. Voilà, vous avez les réponses. Si on peut ne pas excéder 12h30, ça serait parfait. Merci. Bien, bah écoutez, je vais essayer de faire preuve d'un esprit de synthèse. Alors, voilà, je vais essayer de faire des regroupements. Alors, concernant les investissements, déjà, notamment les investissements écologiques, donc la question était de savoir pourquoi les collectivités n'interviennent pas davantage sur le sujet. Je crois que, comment dire, on est dans une période qui, comme je disais, est une période d'incertitude, avec une remontée des taux d'intérêt. Donc ça peut aussi être un facteur de frein à la mobilisation des capacités d'endettement des collectivités locales, hein. Ça peut être un élément. Le fait de se dire aussi que eh bien, on a des incertitudes sur le rendement des impositions à l'avenir. Et ça me permet d'évoquer la question, je crois, qui a été posée sur, si je retrouve bien mes notes, sur la TVA. Et le fait que, voilà, c'est un impôt dynamique, mais c'est aussi un impôt de flux. Et donc, dès lors que c'est un impôt de flux, il y a une possibilité d'évolution erratique plus forte
que sur les impôts fonciers de stock ou les impôts locaux comme on les avait jusqu'à présent. Donc ça, c'est aussi une réalité. Donc la volatilité, entre guillemets, du rendement fiscal est certainement plus important avec ces impositions-là. Ensuite, sur la question, toujours sur les excusez-moi, je suis un peu brouillon, mais sur les investissements écologiques, le fait de l'évoquer à l'occasion du débat d'orientation budgétaire, je pense que sur ces sujets, et d'ailleurs nous y travaillons à la FIGES, plusieurs éléments de réponse sont envisageables. On voit se développer ce qu'on appelle les budgets verts dans les collectivités locales. Beaucoup de collectivités, les plus grandes bien évidemment, se lancent dans cette classification de leurs interventions. Et donc, on peut très bien imaginer, si ces outils se développent, voire à un moment donné deviennent obligatoires, ça peut être aussi envisagé, vraisemblablement qu'on pourrait avoir une présentation du budget un peu différente pour bien mettre l'accent sur ces sujets. On évoquait le passif climatique. Moi, sans rentrer trop dans le détail, il y a beaucoup de réflexions en ce moment sur les comptabilités écologiques, et notamment une comptabilité qui s'appelle la comptabilité CARE. Il y a des recherches qui sont faites, des collectivités qui expérimentent ces sujets. La FIGES suit ça de très près. Mais alors là, on est sur une refonte complète de la philosophie de la comptabilité, qui est aujourd'hui une comptabilité fondée avant tout sur la dimension financière des comptes. Et il faudrait lui adjoindre donc une approche sociale sur le personnel et une approche environnementale et climatique. Donc il y a beaucoup de réflexions sur le sujet, mais peut-être qu'à l'avenir, c'est une question qui pourrait devenir importante, parce que la comptabilité est quand même au cœur de la description de l'action d'une entité. Sur la question de l'autonomie fiscale, oui, alors Monsieur de Courson évoquait la question de l'assiette. Alors, quand on regarde un peu ce qui se passe à l'étranger, on a une différence assez notoire avec la France, où on a des assiettes qui sont essentiellement fondées, nous, sur la propriété immobilière, propriété foncière. À l'étranger, il y a souvent au moins une part de la fiscalité qui est assise sur le revenu, revenu des ménages, revenu des sociétés. Alors, on n'a évidemment pas fait de simulation particulière à notre niveau, on n'en a pas malheureusement les moyens, mais il me semble que d'introduire dans une assiette fiscale locale une part de revenus, il y a eu, j'allais dire, naguère, la fameuse taxe départementale sur le revenu qui n'a pas abouti, mais cette question du revenu pourrait être intégrée, au moins partiellement, et ça permettrait peut-être d'apporter des correctifs en fonction des facultés contributives. Quand on évoque l'autonomie fiscale, en fait, on évoque cette autonomie un peu à l'aune de la Charte européenne de l'autonomie locale, c'est-à-dire l'idée qu'il y ait une part des impositions locales sur lesquelles les collectivités puissent disposer d'un pouvoir de taux. Alors, et une fois de plus, ce n'est pas pour pouvoir forcément augmenter tout de suite ces taux d'imposition, parce qu'on est dans un contexte où on sait bien que la pression fiscale est beaucoup moins acceptée qu'elle a pu l'être à une époque, mais c'est de disposer d'un levier à mobiliser intelligemment quand on a affaire à des dépenses pérennes, récurrentes. On évoquait tout à l'heure, je crois qu'il y a une question qui portait sur les départements et sur le poids de l'action sociale et l'absence de compensation. Alors il faut préciser sur les départements que beaucoup des compétences qu'ils exercent en matière sociale n'ont pas forcément été des transferts, mais ont été des extensions de compétences qui n'obéissent pas complètement au même régime. On prend le cas de l'allocation personnalisée d'autonomie, par exemple. L'APA, il n'a jamais été question que l'APA soit compensée à 100% par l'État, parce que ça a été une attribution de compétences directes
elle a succédé à la prestation spécifique dépendance, mais ce n'était pas un transfert de l'État. Donc par conséquent, il y a une attribution d'une dotation qui ne couvre effectivement pas du tout la charge correspondante, mais on n'est pas dans une compensation, puisque sur les compensations, les règles sont désormais assez claires sur le plan législatif. C'est une compensation qui se fait en fonction de ce que l'État consacrait aux compétences exercées, mais à l'instant T, bien évidemment. Que vous dire encore sur la responsabilité des gestionnaires publics. Oui. Alors c'est une réforme qui est effectivement importante, qui bouleverse quand même assez sensiblement dans l'esprit, en tout cas, on verra dans les faits ce qu'il en sera, mais dans l'esprit, elle bouleverse des pratiques qui ont duré très longtemps sur la responsabilité des ordonnateurs et la responsabilité des comptables publics. Ce que nous, on observe côté AFIGES, c'est que cette réforme, elle s'inscrit parfaitement dans la logique globale de la réforme de la comptabilité publique aujourd'hui, réforme des instructions comptables, développement, renforcement de la qualité comptable, certification des comptes. Ce sont des sujets sur lesquels nous travaillons et il nous paraît donc pertinent qu'on modernise la comptabilité publique locale. Ce que je dirais par contre sur cette réforme de la responsabilité des gestionnaires publics, c'est qu'on a quand même une crainte que la Cour des comptes, qui va être en charge exclusivement de l'intégralité des cas de responsabilité qui lui seront soumis, ait la capacité véritablement de tous les traiter, compte tenu de la couverture des 35 000 collectivités. Ça risque donc de conduire à des ciblages qui vont peut-être laisser passer de côté d'autres, peut-être des erreurs dans la gestion qui auraient été antérieurement peut-être sanctionnées. Ça peut interroger peut-être le contrôle de gestion des ordonnateurs par les chambres régionales des comptes. Peut-être qu'il y aura un transfert sur cette technique-là dans les contrôles qui seront réalisés. Voilà. Pardon ? Ah oui, alors l'accès au fonds européen. Alors l'accès au fonds européen, oui, alors c'est un sujet dans la mesure où c'est éminemment complexe. Ça suppose de l'ingénierie, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors on n'a pas forcément travaillé, nous, sur ces questions. Moi, ce que je peux dire néanmoins, en plus avec ma casquette territoriale, c'est que je pense qu'une des solutions, c'est de travailler de manière solidaire avec l'intercommunalité ou le département en termes de suivi, enfin de montage et de suivi des dossiers. Vous avez il y a des collectivités qui se sont organisées comme cela, c'est-à-dire qu'elles ont mutualisé des moyens à l'échelle intercommunale ou départementale, ou alors le département s'en est chargé via des agences départementales par exemple, pour aider au montage des dossiers. Vous avez aussi des sociétés qui aujourd'hui développent des compétences sur l'aide au montage des dossiers auprès des collectivités locales pour les aider à répondre aux critères qui sont extrêmement complexes. Bon, je n'ai pas de solution miracle à vous suggérer, mais ce sont des expériences qui apparemment sont plutôt, oui, ça n'existe pas, sont plutôt vertueuses. Voilà ce que... Merci, Monsieur le Président, de vos réponses. Vous avez presque atteint le challenge que je vous avais donné. Merci beaucoup, en tout cas, de vos réponses très intéressantes. Merci messieurs. Merci. Merci aux co-rapporteurs de cette proposition. Ah oui, alors prochaine audition, 17h ici, donc des ministres Le Maire et Beaune. Et je l'avais dit en bureau, j'avais demandé au ministre Le Maire, et il en est d'accord, qu'on puisse également lui poser des questions sur la situation bancaire internationale, notamment après une demande de M. Tanguy. Donc,